ne s'est pas déjà demandé comment boucler ses fins de mois? Qui n'a jamais été découragé en regardant son compte bancaire ou le solde sur son application Mobile Money? Qui d'autre encore a vite pris conscience de la nécessité de commencer tôt, mais se sent perdu dans ce monde financier rempli parfois d'acronymes incompréhensibles? PEL, FCP, SGO, SGI. Si vous avez du mal à vous projeter, à voir sur le long terme ou tout simplement à mesurer l'impact de vos petites actions, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Laetitia Ncho, je suis une amoureuse des finances personnelles qui a pris conscience très tôt qu'une bonne éducation financière était la clé d'un monde paisible pour soi et pour ses proches. Bienvenue dans le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Qui dit nouvel épisode dit nouvelle thématique et nous allons, comme à chaque fois, déconstruire le sujet pour qu'ensemble, et c'est ma promesse, nous devenions toutes et tous des épargnants actifs, des créateurs de valeur et surtout des personnes heureuses qui comprennent les règles, qui se les appliquent, qui maîtrisent leurs finances et qui sont capables, en pleine conscience, de faire les choix judicieux pour elles et pour leurs proches. Notre sujet du jour est un produit d'épargne, plébiscité par un grand nombre, tant il attire par ses promesses de rendement, sa facilité d'accès, ses avantages fiscaux. Mais il n'en demeure pas moins contraignant par ses conditions de sortie associées. Nous voulons épargner, mais nous voulons surtout investir ce qu'on épargne et nous souhaitons tous pouvoir disposer de notre argent à la moindre demande. Certaines personnes, à juste titre, le trouvent donc opaque, parfois incompréhensible et compliqué par son fonctionnement. Je me suis dit, au fond, est-ce que ce n'était pas parce que nous n'aimions pas lire nos contrats? Mais ça, on y reviendra. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de l'assurance vie. C'est un produit d'épargne à moyen ou long terme qui sert à faire fructifier son capital pour soi-même ou pour ses proches. Il permet aux souscripteurs ou aux bénéficiaires d'obtenir à terme un capital ou une rente. À ce titre, le fonctionnement de l'assurance vie est double. À la fin du contrat, vous toucherez en cas de vie les sommes que vous avez investies, augmenter des gains éventuels et diminuer des frais, ou à votre décès, le ou les bénéficiaires que vous avez désignés vont percevoir ces montants. Une assurance vie est tout aussi efficace pour préparer des investissements comme un achat immobilier dans 10 ans ou pour compléter une future retraite dans 20 ans, etc. Ainsi, en fonction de vos besoins et de votre horizon de temps, vous pourrez adapter vos placements. Vous allez me dire, mais c'est top Laetitia, mais comment ça marche concrètement? Avec combien d'argent on commence? Quels sont les taux d'intérêt? Et c'est quoi ces histoires de capital, de rente viagère? Pour répondre à toutes ces questions et surtout bien nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce type d'épargne, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi un expert en la matière, Monsieur Gildas Nzouba. Il est directeur général de la branche vie, filiale ivoirienne d'un grand groupe de services financiers panafricains, leader de l'assurance vie en Côte d'Ivoire et dans la zone CIMA. Et vraiment, je vous dis la vérité, nous avons galéré pour l'avoir. Donc, à nos côtés aujourd'hui. Et je suis donc très, très chanceuse de l'avoir. Bonjour Gildas. Bonjour chère Laetitia. Bienvenue dans le podcast, comme on dit, le podcast qui parle cash de cash. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Et je disais qu'on a galéré pour t'avoir. Ça fait combien de mois qu'on programme c'est pas très vrai. Ce podcast? Il y a eu la CAN entre-temps. Ça, c'est indépendant on va dire de ma volonté. La CAN a remis les pendules. Il paraît que l'année a commencé le 1er mars à peu près. 2024. Écoute, Gilles, je disais, c'est un vrai plaisir de t'avoir. On parle souvent, donc, d'assurance vie. Et là, j'aurais besoin, moi, que tu puisses expliquer un petit peu ce que c'est pour ma tante du marché. En français, très, très facile. Pour ne pas dire l'assurance vie pour les nuls, quoi. D'accord. Alors, l'assurance vie, en français, très facile. S'il vous arrive quelque chose, l'assureur vie est là pour pouvoir accompagner votre famille, vos proches. Après que vous ayez cotisé pendant un certain temps, il vous arrive quelque chose, l'assurance vie peut prendre le relais. Assurance vie. Ce sont les deux termes. Et là, ça là, c'est vraiment le discours comme on dit, des professionnels. En français facile. Dans ce cas, donc, c'est le français moins compliqué. Qu'est-ce que ça donne? Alors, l'assurance vie, en réalité, c'est deux activités. Il y a les assurances dites en cas de décès. Là, pour le coup, effectivement, vous cotisez en une fois ou en plusieurs fois pendant une période, et s'il vous arrive quelque chose, l'assureur paye une indemnité à vos ayants droit,
Donc ça, ce sont les assurances en cas de décès. D'accord. Et les assurances qu'on dit en cas de vie, c'est-à-dire que pendant une certaine période, l'individu cotise, paye des primes, et en vie au terme du contrat, l'assureur lui remet un certain montant, un capital. Soit l'assureur lui paye ce capital, soit l'assureur va payer le capital en plusieurs fois, et c'est ce qu'on appelle une rente. Ah oui, parce que ça allait être ma question pour dire c'est quoi la fameuse rente viagère. Ça veut dire que on me paye un certain montant jusqu'à la fin de ma vie? Exactement. Donc ça veut dire que par exemple, si on commence à me payer, imaginons à 60 ans par exemple, et puis Dieu me fait grâce, je vis jusqu'à 98 ans. C'est Vous exactement continuez à me ça. payer ça Absolument. pendant les 38? Absolument. D'accord. Mais avec combien d'argent on commence? Alors, j'ai envie de dire, il y a deux manières de raisonner. On peut commencer avec les montants les plus faibles. Aujourd'hui, vous avez des contrats d'assurance vie à 1000 francs par mois. Vous avez des contrats d'assurance vie à 5000 francs par mois. Et en fait, c'est en fonction de votre capacité d'épargne et en fonction de votre besoin. Donc, on peut commencer avec des sommes très, très faibles pour faire de l'assurance vie. J'ai de la 1000 francs par mois, ça va me donner combien? Alors, C'est deux ça, choses en fait. l'une. On parle de contrat en cas de décès ou de contrat en cas de vie. Faisons les deux. Alors, contrat en cas de décès. Je cotise 1000 francs par mois ou 5000 francs par mois. Alors, bon, déjà, ce sera pas le même montant, mais... Tout à fait. Ouais. Alors, le contrat en cas de décès, on a un exemple d'un contrat que nous avons. La prime annuelle est de 13 000 francs. 13 000 francs par an. D'accord, donc 1100 francs, quoi. Exactement. Okay. Et en cas de décès, eh bien, c'est 1 million qui est reversé aux ayants droit. On doit faire ça pendant combien de temps? Les 13 000? Chaque année. Pendant combien d'années? Le temps qu'on a envie. Ah! Ça veut dire qu'on peut cotiser 13 000 par an pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. En fait, il faut jamais s'arrêter. Exactement. C'est le temps pendant lequel on estime avoir besoin de cette protection-là pour nos ayants droit. D'accord. Et tu dis que le capital à la fin, c'est combien? 1 million. 1 million. Alors, d'accord. Le capital est même plus élevé que cela. Le contrat qui est fait permet d'avoir un capital qui est une sorte d'indemnité pour gérer les funérailles d'1 million. Okay. Et ensuite, pendant une période, je crois que nous avons limité à 6 mois, il y a un montant de 300 000 qui est versé chaque mois. Et au dernier mois, il y a un montant de 500 000 qui est versé. Donc, on voit que la somme de tout ça fait plus de 1 million. Ah non, on recommence. Excusez-moi, là, parce que vous savez que j'aime l'argent, donc c'est important qu'on puisse bien comprendre de quoi on est en train de parler. Ça veut dire, moi, j'aime les invités qui sont très, très pratiques. Il nous dit, on cotise donc, par exemple, 13 000 par mois. On cotise seulement. Il nous arrive quelque chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. On a donc un capital d'1 million pour les funérailles. C'est ça. Et pendant 6 mois, les ayants droit vont percevoir. Est-ce qu'il y a un âge pour les ayants droit? Non, il n'y a pas d'âge pour les ayants droit. Ils n'ont pas besoin d'être mineurs, non. Les ayants droit et c'est l'autre avantage de l'assurance vie, vous pouvez désigner vos ayants droit. D'accord. Ah oui, ok. Donc c'est pas forcément ses enfants, son mari, sa femme. Absolument. Peu importe la personne. Et cette personne-là va percevoir donc 1 million pour les funérailles et combien? 300 000 par mois. 300 000 par mois pendant, je crois, 5 mois. Et le 6e mois, un montant de 500 000. Donc 300 000 fois 5, on est déjà à 1,5 million. C'est ça. Plus 500 000, donc plus 2 millions. C'est ça. D'accord. Donc c'est comme si la personne avait perçu 3 millions. C'est ça. Oh, et Seigneur. Demain, je suis là-bas. D'accord. Ça, c'est le premier, parce que je me rends compte que je n'ai pas de... D'accord. Donc, mais justement, c'est ça qu'on a... D'accord. C'est ça que je pense que les gens n'arrivent pas à bien percevoir. Parce qu'en réalité, pour avoir 3 millions, il aurait fallu cotiser... Faisons le petit calcul, excusez-moi, le calcul mental. Alors, 3 millions, ouais. Ne sois pas surprise, ne crie pas. Ah oui, d'accord, ouais, non, c'est vrai, d'accord. Il aurait fallu cotiser 230 années pour, à 13 000 francs pour percevoir les 3 millions. Donc, c'est vrai que là, par exemple, on n'y pense pas. Donc, ça, c'est déjà un avantage. Ça permet de voir que déjà, avec des petits montants, parce que 13 000 par an, ça paraît presque ridicule. Excusez-moi, j'ai pas insulté quelqu'un, mais 13 000 par mois, enfin, par an, c'est vraiment quasiment, enfin, oui, ça fait 1000 francs, 1100 francs, tout à fait. Maximum par mois, et encore, ouais. Et ça, ce sont les assurances en cas de décès. Bien sûr. C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, en toute responsabilité, c'est s'il m'arrive quelque chose, combien est-ce que j'aimerais pouvoir laisser à mes proches? D'accord. Et une fois qu'on se pose cette question, on peut se dire, j'ai besoin de laisser 5 millions, j'ai besoin de laisser 10 millions, peu importe, chacun en fonction de son environnement de vie et autres. Et on peut se rendre chez un assureur qui va vous dire,
Si vous voulez pouvoir faire ça, il faut que vous puissiez cotiser tel montant par an. Ça, c'est pour toujours en cas de décès. En cas de décès. D'accord. Et pour la partie vie? Les assurances en cas de vie. On était toujours sur notre exemple de 1000 francs à 5000. Exactement. Oui. Là maintenant, j'ai envie de dire, c'est pendant combien de temps vous voulez pouvoir cotiser et pour avoir quoi à la fin. En fait, vous vous posez la question de dire deux choses qui sont possibles. J'ai un projet d'investissement dans 5 ans. Oui. Qu'est-ce que je veux avoir dans 5 ans pour faire mon projet? J'ai besoin d'avoir 5 millions. J'en ai parlé en plus avant, en expliquant qu'on utilise aussi l'assurance vie pour financer des projets d'investissement comme un projet immobilier. Exactement. Mais quand tu me dis 5 ans, je croyais que chez vous, là, tu sais, nous tous, on pense que chez vous, on ne cotise que minimum pendant 10 ans. Déjà. Alors, le nom, ça s'appelle l'assurance vie. Ok. Donc, normalement, c'est fait pour pouvoir être le plus long possible. Non, mais comme tu as parlé de 5 ans, tu sais, pour un projet, parce que je sais qu'on prend souvent son épargne pour préparer un investissement. Mais en réalité, l'assurance vie, on va la prendre pour préparer sa retraite. D'accord. Et donc, en fait, on se dit, au moment où j'arrêterai de travailler, j'aimerais pouvoir, je sais pas, ouvrir une activité dans telle chose, ou j'aimerais pouvoir recevoir un capital de 100. Puis à partir de là, on regarde combien d'années il nous reste entre aujourd'hui et le moment où on sera à la retraite, le montant que l'on souhaite, et on va se rendre auprès d'un assureur qui va vous dire, pour pouvoir obtenir ce montant-là à peu près, il faut que vous puissiez épargner, cotiser tel montant par mois pendant toute la période. Je pense que j'ai dû t'interrompre avec ma question, parce qu'on était sur la simulation, tu sais, de la personne qui a donc entre 1000 francs et 5000, et on est dans le cadre d'une assurance vie. C'est ça. Concrètement, ça va nous donner quoi? Alors, c'est simple, il faudrait prendre les 5000, d'accord, peu ou prou, les multiplier par le nombre de mois qu'il y a dans les 5 ans. Donc on est à 60 000 déjà par mois, donc ouais. Donc enfin, 60 000 par an, pardon. Par an, donc sur les 5 ans. Sur 5 ans, donc on sera à 300. Voilà. Ok. La personne pourrait avoir à terme, elle a pris 5 000 francs par mois pendant 5 ans. Elle aurait donc ce montant-là au terme, augmenté des intérêts que l'assureur reverse à son épargnant. D'accord. Ça me permet de savoir quel est le taux. Alors le taux en assurance vie, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos pays, en Côte d'Ivoire en particulier, l'assureur ne peut pas s'engager au-dessus d'un taux de 3,5%. D'accord. Et donc, c'est très souvent souvent les gens chez eux là-bas vont nous dire que ça ressemble, tu sais, au compte d'épargne classique. Sauf que vous, chez vous, est-ce qu'il y a tout ce qui est TOB, tout ça là, il y a pas ça. C'est 3,5%. C'est 3,5%, c'est l'engagement maximum que peut prendre l'assureur. Ah, mais ça maximum. Va maximum. Mais au-dessus de ce 3,5%, l'assureur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Vous lui donnez 100 aujourd'hui pour lui dire, écoutez, je vous confie 100 francs. L'assureur va les prendre. Il va enlever dans les 100 francs 5 francs. Entendez bien, il enlève 5 francs ou 3 francs. Ça, ce sont vos frais? Voilà, qui permettent de payer les salaires des gens qui vont gérer son contrat, l'électricité des bureaux, la climatisation pour bien le recevoir. Et donc, il va rester, on va dire, on a pris 5, il va rester 95. Le rôle d'un assureur vie, c'est que ces 95, il va les investir. D'accord. Il va les investir dans des obligations d'État. Il va les investir dans de l'immobilier. Il va l'investir dans des actions de société. Il va l'investir dans des DAT. Et en fait, tous ces investissements rapportent des revenus, rapportent des intérêts eux-mêmes. Mais parce que nous, on dit les assureurs sont riches, très très riches, oui. Eh ben, vous allez voir que pas tant que ça. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui nous avez confié les 100 francs. Et donc, en fait, la réglementation de l'assurance nous oblige à vous rendre au moins 85% des revenus financiers qui auront été générés par les placements que l'on a fait avec votre argent. D'accord. Parce que je vois les gens faire des calculs très très faciles. Parce que tu as parlé de 100 francs en disant je prends des frais donc de 3 à 5%. C'est ça. Finalement, donc des frais de... Enfin, des frais de gestion. Voilà, des frais de gestion. Mais derrière, en fait, il faut que les gens se disent que ce n'est pas comme s'ils allaient repartir, eux, avec 95, puisque les 95, eux, sont placés. Exactement. Et ce que tu dis, en fait, c'est que tous les intérêts des placements que vous avez générés, c'est ça? 85% de ces intérêts sont reversés à nos assurés. Et ça porte un nom, ça s'appelle la participation aux bénéfices. D'accord. Ok. Donc vous avez compris qu'en fait, ils sont pas, on dit souvent que oui.
Non, c'est pas, laissons la question de riche, mais très souvent, j'entends des gens dire ou des gens m'écrire pour dire non, mais les assurances, ça, c'est un peu des voleurs. Pardon, hein, je m'excuse. Je ne fais que dire ce que les gens racontent, mais on comprend finalement avec ce que tu es en train de dire qu'en vrai, il faut juste comprendre le principe. Exactement. Et voir que, OK, peut-être que l'assureur dit, je ne peux pas m'engager au-delà de 3,5%, mais dans la réalité, finalement, on obtient plus de 3,5%. Absolument. Est-ce que ça fonctionne un peu aussi comme, tu sais, tout ce qui est intérêt composé? Exactement. Okay. Parce que je vais donner 100 le premier mois. J'ai pris 95 pour les placer. Je vais donner 100 le deuxième mois. J'ai pris 95 pour les placer. Donc, finalement, je vais avoir 95 du premier mois plus 95 du deuxième mois. Et je vais fonctionner comme ça tout le temps. D'accord. Donc, en fait, au bout de la première année, j'aurais eu les 95 du premier mois, ceux du deuxième mois, et à chaque fois, j'aurais généré des intérêts dessus. La deuxième année de contrat, bah, j'ai déjà, en fait, tous ceux que j'ai déjà épargnés, et je remets des nouveaux 95 dessus. Et en fait, je vais calculer mes intérêts sur tout le montant que j'ai épargné, parce que je continue de placer en continu, et cet argent continue de générer des intérêts et des produits financiers. Je crois qu'en réalité, ce qui nous fatigue très souvent dans les questions d'assurance vie, justement, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, vous n'arrivez pas à vous engager sur des montants au-delà de 3,5%, ça fait que vous ne communiquez jamais sur vos taux. Donc, honnêtement, ça doit être un des rares produits. Bon, maintenant, tu viens de nous le dire, on a compris, tous les gens qui suivent comprennent, mais ça va être un des rares produits où, en réalité, autant quand tu vas mettre ton argent sur un compte d'épargne classique, on rappelle hein, que ça reste quand même un investissement à 3,5% desquels on va enlever les taxes. Autant on se dit bon, j'ai mis sur mon compte d'épargne classique, j'ai eu 3,5. J'ai mis sur mon compte mon DAT, j'ai eu 2% ou 4% ou 5%, ça dépend des banques. Tout à fait. J'ai mis mon argent au niveau de l'assurance. Alors, il n'y a pas de, on dit rien. Alors, petit tip que je donne. Okay. Vous savez, l'assurance comme la banque, ce sont des métiers très réglementés. Bien sûr. On est très surveillés et c'est normal, nous gérons l'argent des épargnants. C'est ça. Les assureurs vie ont obligation de communiquer au moins une fois par an via un document qui s'appelle un relevé de situation, au moins une fois par an, le détail de l'épargne et des intérêts qui sont reversés. Et normalement, cette communication se fait obligatoirement à la fin du deuxième trimestre de chaque année. Est-ce que vous avez reçu, pour ceux qui ont souscrit, parce que maintenant je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui me disait, par exemple, ça tombe bien hier, une de mes collaboratrices d'ailleurs, qui me disait « Ah mais madame, bon c'est sur un autre sujet, mais j'ai acheté des actions, je sais même plus quelle est la valeur des actions. » Je lui ai dit « Mais où est ton contrat ?» Exactement. Elle sait pas où est son contrat, elle sait pas où est sa fiche de souscription. Et je crois que c'est la même chose souvent pour les assurances. Malheureusement. Ouais. Alors là-dessus, je pense que nous sommes en train enfin de progresser un peu tous. Il est compliqué pour les personnes, et même nous-mêmes d'ailleurs, d'avoir des archives papier de exactement tous nos contrats. Okay. Donc, ce que nous commençons à faire de plus en plus, c'est de permettre, en fait, via des accès digitalisés, via une application, via une plateforme, à chacun d'avoir accès à ces contrats. Et je pense que si tous les assureurs vie se mettent au diapason et permettent cela, chacun pourra avoir toutes les informations qu'il souhaite avoir sur son contrat d'assurance. Justement, ça me permet de rebondir sur ce point-là. On observe aussi des gens qui ont souscrit à des contrats d'assurance vie. Ouais. On ne sait pas qui sont les bénéficiaires ou les ayants droit. Oh. Souvent, on dit oui, je pense que mon père avait peut-être souscrit à une assurance, mais aucune trace. Comment on fait dans ces cas-là? Parce qu'on a l'impression que, donc, du coup, la personne, peut-être, elle a cotisé pendant X années. Enfin, il y a deux cas de figure, hein. C'est la personne a cotisé pendant X années, elle n'est plus. Comme elle n'a peut-être pas mis d'ayants droit, ou alors est-ce que de mettre les ayants droit, c'est obligatoire? Alors, ce n'est pas obligatoire. Ah. Vous avez dans les contrats d'assurance vie ce qu'on appelle une clause de désignation de bénéficiaire. D'accord. Et il y a une option qui est par défaut. Okay. Sans que vous ne mettiez nominativement, il y a une option qui vous permet de se désigner vos enfants nés à naître, à défaut les ascendants, etc., etc. D'accord. Ça, c'est la clause par défaut qui s'appliquera de toutes les manières. Et puis, vous avez la retrouvez? possibilité, les archives papier. Vous savez, les compagnies d'assurance font partie de ces sociétés qui ont le plus d'archives parce que nous avons obligation de conserver ces documents le plus longtemps possible. Non, mais je veux dire, vous, comment vous trouvez les ayants droit si la personne n'est plus? Puisque vous savez même pas si la personne est décédée. Comment vous trouvez les ayants droit? L'option qui... parce qu'il faut effectivement qu'on vienne nous déclarer que la personne est décédée. Bien sûr. Une option
Et là aussi, je vous donne aussi un petit tip. Si vous n'avez pas la certitude que votre père ou autre a souscrit à un contrat d'assurance vie, il faut pouvoir faire une sorte d'appel, j'ai envie de dire, sur le marché, que ce soit via la presse ou en faisant quasiment le tour des compagnies pour poser la question. Et si tel est le cas, en recherchant dans les bases de données, nous retrouverons nécessairement si vous avez, si vous pouvez éventuellement être ayant droit d'un contrat d'assurance. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Donc, je pense que tu as parlé également de l'argent des souscripteurs que vous placez donc dans des obligations. En termes de frais, est-ce qu'il y a des frais de sortie? Il y a des frais de sortie quand on est en sortie anticipée. Ah oui, parce que je crois qu'on en a parlé. J'ai parlé d'un cas que j'aime bien rappeler en fait à mes abonnés que attention, l'assurance vie, c'est vrai, il en a parlé, ça reste un excellent support d'épargne, mais c'est un support d'épargne sur le long terme. Assurez-vous de mettre des montants par mois que vous êtes capable de mettre tous les mois, même en cas de difficulté. Si vous avez la possibilité d'épargner 100 000, 200 000, 300 000, ça vaut peut-être le coup de vous dire j'épargne plutôt 10 000, 20 000 et j'ai plusieurs contrats d'assurance. On peut avoir plusieurs contrats? On peut tout à fait avoir plusieurs contrats. D'accord, même dans la même assurance. Alors, je connais au moins 4 ou 5 clients qui en ont plus de 10. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous pouvez. Et ça vous évite des problèmes parce que j'aime bien rappeler que par le passé, je ne vais pas citer cette assurance, je ne sais même pas s'ils sont encore là, j'ai une amie qui a donc souscrit, qui a bien écouté le langage. Vous savez, les commerciaux, ils sont très forts quand ils viennent vous voir pour vous demander de souscrire aux produits qu'ils proposent et qui lui dit non, mais vous pouvez donc souscrire au contrat d'assurance et elle décide de mettre les 100 000 ou 150 000, je sais plus, mais un montant que je trouvais très élevé. Et je lui avais dit, mais tu es dans une entreprise avec des salaires à double vitesse, tu ne sais pas en fait de quoi demain est fait. Je trouve que 100 000, 150 000, même pour une épargne, c'est bien, mais je préfère encore que tu le mettes dans un compte d'épargne classique dans lequel ton argent il est immédiatement disponible. Elle m'a pas écouté. Ce qui devait arriver arriva. Moins de 2 ans après avoir souscrit, elle a perdu quasiment 35% de son épargne. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Tout à fait. Comment on justifie ça? Après, moi, je lui ai dit, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas lu ses contrats. Elle m'a dit, non, mais le commercial est un escroc, il aurait dû lui dire. Je lui ai dit, oui, mais bon, faut lire les contrats, quoi. Mais comment est-ce que ça s'explique? Pourquoi? Alors, oui, parce qu'on vous enlève de l'argent, si vous. Troisième petit tip troisième petit tip que je peux donner. Sur le contrat, vous avez obligatoirement sur les contrats d'épargne ce qu'on appelle les valeurs de rachat des 8 premières années. D'accord. Ok. C'est un petit tableau qui figurera toujours sur votre contrat d'assurance en cas de vie, donc dès que c'est de l'épargne, les valeurs de rachat des 8 premières années. Et c'est l'engagement contractuel que vous avez avec votre assureur et qui vous dit, la première année, si jamais vous mettez un terme au contrat, voilà ce que je vais payer et ainsi de suite. Okay. Maintenant, sur le 30-35%, les 2 premières années, c'est quelque chose qui tend à disparaître parce que la réglementation l'a supprimé. Donc c'est bien vrai. Oui. Ah. Oui. Pardon. Oui, et c'est, vous savez, le métier de commercial d'assurance payé à la commission, c'est un métier extrêmement difficile. Bien sûr. C'est un métier extrêmement difficile. Il faut arpenter les rues, il faut aborder les personnes, les convaincre, etc., etc. Et ce qui était possible, non, je ne pense pas que ce soit pour ça. Parfois, il doit y avoir des défauts dans la vente. Et ce qui était permis jusqu'ici par la réglementation, c'était de payer les commissions d'avance. C'est-à-dire que les commissions qu'on devait payer au commercial sur toute la durée du contrat, au lieu de les payer mois par mois, on les paye sur les 2 premières années. Okay. Et donc, ça vient en déduction de l'épargne. Et c'est pour ça que les valeurs de rachat retrouvaient un niveau satisfaisant pour le client au bout de 4 ans, 5 ans même en réalité. D'accord. Et encore une fois, c'est parce que l'assurance vie est un produit de long terme. Ça n'a pas la même vocation qu'une épargne de précaution sur un compte d'épargne. Ça n'a pas la même vocation qu'une épargne financière sur un fonds commun de placement. C'est un produit de long terme. Et donc, étant du long terme, on permettait d'escompter les commissions, donc de ramener en fait toutes les commissions sur les 2 années et de les payer aux commerciaux. Donc du coup, 2 ans, 35 à 40%. Si je pars au bout de 5 ans? Normalement, au bout de 5 ans, on retrouve un équilibre entre ceux que vous avez cotisés. 15? Beaucoup moins. On est à l'équilibre. D'accord. On est à l'équilibre.
Ok. Et la rentabilité commence à venir sur les années d'après. C'est pour ça que ce genre de contrat, très souvent, avait une durée de 10 ans minimum. D'accord. Ce qui veut dire en français facile que si vous enlevez votre argent avant 10 ans, vous allez perdre un peu. C'est possible. J'aurais dit 5 ans. C'est sûr, même non. C'est même sûr. 5 ans. Je pars dans 7 ans, est-ce que je perds pas? Non. 7 ans, ça va? Parce que tout à l'heure, tu parlais des 8 ans. Les 8 ans, c'est parce que c'est vraiment la réglementation qui nous oblige à mettre les 8 ans. Okay. Mais on aurait pu mettre moins, on aurait pu mettre plus. C'est la réglementation qui nous oblige à mettre les valeurs de rachat des 8 premières années. Parce que là, en fait, si tu veux, bon, je me dis quand même que mon argent que j'ai galéré pour avoir, je le mets de côté tous les mois. Et puis, au moment où je veux venir le prendre, on me dit que je vais perdre quelque chose. Mais après, est-ce que ce n'est pas parce que, je crois que tu m'en parlais un petit peu aussi en off, c'est pas parce que s'il m'arrive quelque chose dans le parcours en cas d'assurance vie, c'est vrai que j'ai un engagement de 10 ans minimum, mais au bout de 5 ans, alors que je suis sur un contrat d'assurance vie, au bout de 5 ans, il m'arrive quelque chose, la prime ou le capital que je vais avoir au bout des 10 ans, il est versé? Ça dépend des contrats. D'accord. Il y a des contrats pour lesquels on a un capital garanti au terme. D'accord. Et effectivement, dans ce cas-là, le montant est versé. Quel que soit ce qui m'arrive, en fait, au milieu que j'ai cotisé ou pas. Exactement. D'accord. On a cotisé mais ce qui m'arrive, c'est que la mort, hein. C'est pas une incapacité, par exemple, il y a le cas qu'on appelle invalidité absolue et définitive. D'accord. Et l'invalidité absolue et définitive, c'est qu'on a besoin d'une tierce personne pour pouvoir faire les actes de la vie courante. D'accord. Donc, il m'arrive un accident, je suis handicapé, c'est ça? Exactement. Okay. D'accord. Donc, c'est vraiment dans ces cas-là où, effectivement, si vous aviez un capital garanti au bout de 10 ans, mais qu'il arrive quelque chose au bout de 5 ans, eh ben, c'est le capital garanti au bout des 10 ans qui est payé. D'accord. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand tu vas souscrire un contrat d'assurance vie, bon, descend, on en a parlé, mais là, on est vraiment plus sur la vie. Il faut t'assurer, il faut poser quand même la question, est-ce que je souscris un contrat avec un capital garanti à la fin? Exactement. Pour voir, en fait, justement, qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Est-ce que c'est juste un engagement plutôt sur la durée? Exactement. C'est ça? Et comme tu expliquais aussi, où on a la possibilité de se dire, bon, j'aimerais bien gagner à la fin ou à telle période, telle somme. Donc, du coup, ça va déterminer en amont ce que je dois pouvoir épargner. Absolument. Mais, et s'il m'arrive quelque chose quand même au milieu? Imaginons, je suis au chômage pendant 2-3 mois, le temps de retrouver une activité. Est-ce qu'on peut surseoir à ces cotisations et se dire, bon, ça continue, enfin, je mets une pause, si tu veux, pendant 2 mois ou 3 mois, et après, je reviens cotiser. Ça va, genre, je décale aussi, tu vois, à la fin de mon contrat. Non, pour tous les contrats pour lesquels il y a un capital qui est garanti par l'assureur, ce n'est pas possible. D'accord. Si c'est un contrat où on ne fait que de l'épargne, c'est tout à fait possible. Et on peut surseoir pendant combien de temps? La réglementation, là aussi, je vais souvent vous parler de réglementation pour que l'on comprenne que c'est une activité qui est véritablement encadrée. La réglementation fait que nous n'avons pas la possibilité de mettre quelqu'un en demeure sur de l'épargne. C'est sa volonté. Ok, d'accord. Vous voyez, c'est sa volonté. Il a décidé de faire de l'épargne. Il suspend pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça veut dire que sur ces cotisations-là, il n'aura pas d'intérêt qui seront générés. Donc, dans mais en réalité, il faut le dire simplement. Absolument. D'accord. Ok. Ah oui, puisqu'il n'y a pas de mise en demeure, donc en réalité, même si la personne a arrêté de cotiser pendant 1 an, l'assureur ne va pas lui dire non, vous allez perdre votre argent tant qu'il ne l'a pas retiré. Absolument. C'est ça, c'est juste si jamais il vient retirer son argent que là s'appliqueraient les éléments dont on a parlé. Alors, si c'est de l'épargne pure, sans capital garanti, la personne vient retirer son argent. Et même au bout de 2 ans? Même au bout de 2 ans, de l'épargne pure, vient retirer son argent. C'est quel produit? Sur certains contrats. Il y en a plusieurs. Ok. Parce que du coup, enfin, parce que ceux-là, on n'en parle pas souvent, en fait, de... Il y en a. Ce sont de l'épargne pure qui fonctionnent, j'ai envie de dire, avec tout le respect que j'ai pour mes amis banquiers, c'est un compte d'épargne amélioré. Je dirais ça comme ça. C'est de l'épargne pure. Quel taux? Le taux garanti souvent sur lequel l'assureur s'engage, parce qu'il ne peut pas aller au-delà, c'est 3,5%. Toujours les mêmes 3,5%. Exactement, mais par-dessus, il y a les participations aux bénéfices. D'accord. Et il n'y a pas de plafond. Ok. Ah, oui. Mais parce que le fameux plafond des 10 millions, chez vous, il n'y a pas. Il n'y a pas de plafond. D'accord. Ok. Bah, tu vois, ça, je savais pas. Et je sais aussi que, mais là, c'est propre, je pense,
à ton entreprise, encore que peut-être que les autres assureurs le font. L'assurance, je sais pas comment l'exprimer, où on demande aux gens, vous pouvez cotiser parce que, enfin, vous cotisez tous les mois pour un projet, et puis il y a un tirage au sort. Comment vous appelez ça? Des produits je vois que vous êtes très fort de capitalisation. Des produits de capitalisation. Exactement. Vous avez retenu, capitalisation. Il va nous expliquer, en fait. Moi, je suis pas très friande, en fait, si tu veux, des éléments, si tu veux. Je trouve que ça fait un peu jeu de hasard. Absolument. Tu vois, donc je suis pas une grande fan, mais je trouve quand même que c'est intéressant parce que, en fait, moi, mon mari a déjà eu 2 millions sur un truc comme ça, en fait. Même si j'avais pas compris au départ, mais est-ce que tu veux l'expliquer pour nos internautes? C'est un produit à capital garanti. D'accord. Aussi. C'est un produit à capital garanti. Okay. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut payer le capital par anticipation si on est tiré au sort. Ah, en fait, moi je pensais que, et donc du coup on est obligé de sortir parce on peut pas continuer. Non. On part sur un autre contrat. On m'avait pas bien expliqué. Ah, voilà. Mais oui, nous faisons quasiment tous en Côte d'Ivoire ce type de produit. Pour que les gens comprennent, en fait, c'est comme il a dit, à capital garanti. Imaginez, vous décidez de cotiser tous les mois 10 000 francs. Donc ça fait quoi, 120 000 sur l'année. C'est ça. Et donc sur 10 ans, 1,2 million. Ils vont décider de faire un tirage au sort. Sur 1,2 million ou en général un peu plus? Ah non, on tire au sort votre numéro de contrat. Ah. Donc, du coup, vous gagnez d'avance, sans avoir cotisé pendant les 10 années, le capital qui était garanti au terme des 10 ans. Exactement. D'accord. Et ça, le tirage au sort, c'est tous les combien de temps? Quelle fréquence? On tire au sort, très souvent, la règle que l'on applique, c'est tous les 1000 nouveaux assurés. C'est-à-dire qu'on considère que une fois qu'on a 1000 assurés, on peut faire un premier tirage au sort. Moi, je pensais que c'est genre tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça peut devenir ça quand le produit fonctionne bien et qu'effectivement, on a de plus en plus d'assurés sur le produit. Ok. Écoute, avant qu'on ne continue, nous, dans le principe, si tu veux, du podcast, on reçoit souvent des demandes de conseils d'internautes qui nous écrivent, qu'on tire au sort. Et ça tombe bien, on avait un sujet sur l'assurance. Donc, on va écouter donc cette personne qui nous a demandé des conseils, et puis à ce moment-là, tu pourras nous dire ce que tu recommandes. Bonjour Laetitia, je m'appelle Olivier et j'ai 36 ans. Je suis père de 3 enfants, dont un de 10 ans, 8 ans et 3 ans. Je travaille dans une société de BTP et j'ai un salaire net de 800 000 francs CFA. Ma femme a un salaire net de 435 000 francs CFA. Aujourd'hui, avec nos différents prêts en cours, j'ai une capacité d'épargne disponible de 120 000 francs CFA ou 80 000 francs en fonction des mois. Je cherche à souscrire à une assurance vie pour les enfants et je veux assurer aussi leurs études. Avec combien est-ce que je peux commencer et sur combien de temps, s'il te plaît? Merci pour tes conseils. Super. Donc, je pense qu'on a compris. Je crois qu'il a dit, en fait, qu'il a une capacité d'épargne de 120 000 francs. De 120 000. Entre 80 et 120 000. Voilà, ça, tu vas voir qu'en fait, ça dépend. Soit c'est quand il paye l'électricité ou la scolarité que ça passe à 80 000. Et puis, 120 000, d'accord. Lui, il dit, ses enfants ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. 3, 8 et 10. D'accord. Et vous souscrivez une assurance vie. Il veut une assurance vie pour les enfants. C'est ça. Et une assurance pour les études. Moi, c'était ma question. Est-ce que l'assurance études, par exemple, ça rentre aussi dans le cadre de l'assurance vie? Oui, tout à fait. Ça s'appelle aussi, c'est aussi une assurance vie? C'est une assurance vie également. D'accord. Exactement. Okay. Ça fonctionne pareil ou quelle est la particularité? Avant que tu répondes justement les assurances études. Tout à l'heure, on a parlé d'assurance en cas de décès. C'est ça. Et d'assurance en cas de vie. Exactement. Et les assurances études mixent souvent les deux. Ok. Parce que le but, comme le nom l'indique, c'est de pouvoir financer les études d'un enfant dans 2 cas de figure. S'il m'arrive quelque chose, il faut que les études puissent être payées. Oui, qu'il n'y ait pas de déscolarisation. Exactement. Donc, on va se dire, s'il m'arrive quelque chose avant leur âge d'entrée en études supérieures, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Et si je suis en vie, finalement, au moment où ils vont pour leurs études supérieures, j'aimerais qu'il puisse y avoir un montant de 100 qui soit payé. Donc, ce sont les deux, en fait, qui sont mixés dans les assurances études. En cas de décès, qu'est-ce qui se passe? Et en cas de vie, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu parles d'un montant qui soit payé, ce n'est pas un capital unique. Ça peut être en fait aussi pareil une rente. Il y a les 2 possibilités. D'accord. Mais c'est une rente sur combien de temps? Une durée que vous pouvez fixer au contrat. Ça peut être une rente de 5 ans, une rente de 10 ans, en fonction de la durée d'études qu'on a envie de couvrir. Donc, c'est là où justement on se posait la question en fonction du montant
qu'on va déterminer à récupérer à la fin, Exactement. ça va déterminer en fait nos cotisations au préalable. Exactement. D'accord. Vraiment, l'histoire, on a dit on va faire ça simple. Mais c'est déjà beaucoup plus compréhensible. Oui. C'est un mécanisme classique. Non, c'est clair. Je ramène ça à quelque chose peut-être qui va nous parler à tous. Je veux pouvoir acheter une maison ou je veux pouvoir acheter un terrain à Adzopé de 10 millions. Adzopé, c'est une ville c'est quoi, sud de la côte. D'ailleurs, je suis originaire d'Adzopé aussi. Très bien. J'aime bien l'exemple. Mon choix était bon. N'est-ce pas? C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je veux pouvoir l'acheter dans 2 ans. Ok. Et le terrain vaut 10 millions. Je vais me demander qu'est-ce qu'il faut que je mette par mois pendant 2 ans pour atteindre les 10 millions. Bien sûr. Exactement la même chose, seulement là, on le positionne pour autre chose. On le positionne pour les études des enfants, on le positionne pour sa propre retraite, on le positionne pour des choses qui sont à une échéance plus longue, c'est beaucoup plus loin dans le temps. Ok. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre pour l'assurance vie. Mais justement, l'assurance éducation, est-ce que ça ne peut pas être 5 ans? Non. C'est tout. En fait, vos contrats, c'est toujours minimum 10 ans. Non, ça peut être 5 ans, mais plus l'horizon sera court, plus l'effort d'épargne sera important. Évidemment. En fonction, voilà. Si je veux avoir 1000 dans 5 ans, c'est pas la même chose que si je veux avoir 1000 dans 10 ans. C'est clair. Mais dans ce cas, ça veut dire que ça va être les seuls cas de figure où le contrat peut être moins de 10 ans? C'est autorisé? Les contrats. Vu que chez vous, c'est minimum 10 ans. Donc, alors, il n'y a pas de minimum en tant que tel. On recommande sur des contrats, il y a des contrats pour lesquels la durée de souscription est minimum de 5 ans. Il y en a pour lesquels c'est 10 ans. Il y a des contrats. C'est quel type de contrat? Je pense qu'on peut en trouver. Attends, je prends des notes, parce qu'en fait, après, je vais aller le voir et voir ses commerciaux pour aller souscrire. On peut en trouver sur ce type de contrat éducation. D'accord. Ok. On va pas recommander, le contrat doit avoir une durée minimum de 5 ans. D'accord. Il y a des contrats pour lesquels la durée minimum est de 21 ans. Ça, c'est quel contrat, ça? Ce sont des contrats aussi qui ont une durée garantie minimum en cas de 21 vie. ans. Tout à fait. Ok. Les gens qui ont du mal à se projeter, comme j'aime bien rappeler, regardez vos parents, on peut se projeter, parce que qui aurait cru qu'un jour j'allais passer 40 ans, par exemple, tu vois. Ok. On peut se projeter effectivement. D'accord. Alors, si on revient à notre cher ami, et franchement merci pour la question parce qu'elle va permettre de couvrir beaucoup de choses. Bien sûr. Si on reformule un peu le besoin, il a parlé d'assurance vie pour les enfants et d'assurance pour les études. Oui. Assurance vie pour les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Et je l'aurais eu en face de moi, j'aurais essayé de mieux comprendre bien sûr ce dont il parle. Est-ce qu'il tu seras invité à l'apéro cash? Avec grand plaisir. Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'une assurance dans le cas où il lui arriverait quelque chose? Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'une forme d'épargne qu'il aimerait que ses enfants touchent directement eux-mêmes à partir d'un certain âge? Ce sont deux choses et les contrats que l'on va proposer sont différents. Ok. Mais je vais partir dans le premier cas. Admettons qu'il souhaite faire en sorte que ses enfants bénéficient d'une protection financière dans le cas où il lui arriverait quelque chose. Donc, nous serons dans le cas d'une assurance en cas de décès. C'est ça. Donc, on va regarder une assurance en cas de décès. De quoi est-ce qu'il aurait besoin? Deuxième chose, assurance études. On va considérer que les enfants, personne ne redoublera parce qu'ils sont très intelligents, ils travaillent bien, ils sont très disciplinés. N'est-ce pas? Le dernier, qui a 3 ans, a encore pour 15 années d'études. Oui. Donc on va regarder au maximum, c'est 15 années, et le plus grand, c'est 8 années. Oui, celui qui a 10 ans, ouais. Exactement. Et il faut qu'il puisse savoir les études dont il est question. Est-ce qu'il veut des études en Côte d'Ivoire? Dans quel pays? Est-ce qu'il veut des études en Tunisie? Est-ce qu'il veut des études en France? Ou est-ce qu'il veut des études aux États-Unis? C'est pas du tout le même prix. Avec 80 000, 120 000, je pense qu'il veut pas aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut pouvoir regarder, c'est à partir de dans 8 ans, quand le premier enfant va aller dans ses études supérieures, de combien pense-t-il avoir besoin chaque mois ou chaque trimestre pour financer tout ou partie des études ou des besoins qui seront générés par les études. D'accord. Ouais, ça peut être le coût même de la scolarité, comme le coût de vie, en fait, en réalité. Et c'est toutes ces questions, en réalité, qu'il faut se poser avant de... Ouais. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut dire, voilà combien est-ce qu'il faudrait que j'épargne par mois. Et je viens maintenant à son épargne disponible. Si c'est toute son épargne disponible, et là, je vais empiéter un peu sur les plates-bandes de mes petits camarades. Banquier. Exactement.
il ne peut pas mettre tous les 120 ou tous les 80 uniquement en assurance vie. Ça, c'est sûr. Et je vais lui dire non d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est pas mon conseil. Exactement. Il faut qu'il arrive à faire sa petite épargne de précaution Exactement. pour gérer les coups durs, pour gérer les cotisations au village, ce genre de choses. Non, faut gérer les coups durs. D'accord, gérer les coups durs, on va dire voilà. ça. Et il faut qu'il arrive effectivement à avoir une épargne de plus long terme pour l'assurance vie. Donc, je dirais comme ça, allez, admettons, il met la moitié, 40 000 francs, pour de l'assurance vie. Et c'est déjà une très belle capacité d'épargne en assurance vie. Ah oui, ça c'est beaucoup même. Moi, je lui aurais dit même d'avoir 2 contrats ou 3 contrats. Exactement. Parce que 40 000, ouais. Et sur les 40 000 francs, les contrats d'éducation, ils commencent à 10 000 francs par mois. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut ouvrir un contrat d'éducation pour chacun de ses enfants. L'un pour une durée de 8 ans, l'autre pour une durée de 10 ans et l'autre pour une durée de 15 ans. Ah oui, effectivement. C'est ça. Et en ayant pris les 40 000, 3 contrats à 10 000, il lui restera encore 10 000. C'est ça. Et sur le 10 000, il peut aussi ouvrir un contrat en cas de décès. Ok. Il va cotiser chaque année pour le coup. Pour le coup, il peut le faire tous les mois. Parce que là, il aura un capital beaucoup plus important. Oui, c'est ça en fait. Et il pourra cotiser donc ses 10 000 francs tous les mois. Et si jamais il lui arrive quelque chose, il y a un capital qui sera versé aux ayants droit dans ses enfants. Tu sais, tout de suite, tu as dit en fait, pour le coup, tous les ans. Est-ce que justement l'assurance en cas de décès, c'est vraiment un paiement annuel? On privilégie les paiements annuels. D'accord. Ça peut se payer tous les mois, tous les trimestres, mais on va privilégier le paiement annuel. Ok, d'accord. Je comprends mieux pourquoi. D'accord. Donc, ce qui veut dire que là, on va lui recommander de façon concrète d'avoir donc 3 contrats d'assurance, enfin 4, un contrat par enfant. En vrai, donc à hauteur de 10 000, et un contrat en fait sur la vie. Ou alors, il peut se dire aussi, qui fait 15, non, ça fait 45. Sinon, bon, l'enfant qui est exactement. Celui qui a déjà 10 ans avec et qui a une durée de cotisation justement qui est moins importante. Voilà. Le second, il va faire 10 000 et puis le dernier, il va faire 7 000, par exemple. Parce que lui, il a une durée de cotisation qui est plus longue. Exactement. D'accord. Et donc ça, le capital qu'il aura eu à la fin de chacun de ces contrats lui est versé donc sous forme soit de rente, soit capital unique. Exactement. D'accord. On a la possibilité de faire une simulation. Combien il va percevoir? Tu vas me demander de faire des calculs là maintenant tout de suite. Ce serait difficile d'arriver à te faire un calcul à peu près exact, mais si je fais un raisonnement simple, le premier donc à 10 ans. pendant 8 ans pendant 8 ans donc à 10 120 000 par 8. On a dit, allez, lui, on le met à 13 000. D'accord. Donc, 13 000 sur mon téléphone. Fois 10. Ça nous fait 130. 130 000, vous rajoutez 26 000, ça fait 156 000, multiplié par 8. 1 248, ça va pas loin avec. Hein. Alors. Sachant que, oui. C'est un peu plus, même beaucoup plus. Oui, parce que là, du coup, pour le coût des intérêts composés. Exactement. Là, j'ai fait vraiment, après, là-dessus, effectivement, il faut augmenter un tout petit peu. Est-ce qu'avec les intérêts composés, il peut se retrouver à 2 millions? Bon, j'exagère, j'ai pas le. Normalement, j'ai les chiffres, en fait, mais ça fait beaucoup. Oui, donc ça fait beaucoup quand même. Mais en tout état de cause, il a un capital qui est bien amélioré, sachant que on a également intégré le fait que s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va encore améliorer normalement un peu le capital. D'accord. Et ce sera la même chose. Mais je l'invite à se rapprocher de moi et nous ferons une simulation. On va mettre en fait les coordonnées, n'est-ce pas, de la société de Gildas dans la description pour que vous puissiez contacter ses commerciaux. Et à ce moment-là, il pourra ou sur ses réseaux, n'est-ce pas, sur ses réseaux sociaux. Si quand on t'écrit sur LinkedIn, tu réponds. Toujours. Voilà, donc il dit qu'il répond. Donc vous pourrez contacter en fait Gildas pour avoir tous les détails et tous les conseils adaptés donc à votre situation. Mais c'est vrai que là ramener comme ça 1 248 000, je trouve que ça fait pas beaucoup. C'est déjà pas mal aussi en même temps. Mais c'est vrai que ça, en réalité non. Je vais mieux m'exprimer. Quand je dis c'est pas beaucoup, c'est pas vrai parce qu'en réalité il y a pas de petite épargne. Mais en vrai ça nous fait nous dire en fait qu'il vaut mieux commencer tôt. Parce que l'effort est quand même beaucoup moindre. C'est quand même mieux d'avoir cotisé 10 000 francs pendant 20 ans que de cotiser 10 000 francs pendant 8 ans, quoi. Alors, autre petit tip que l'on se permet de donner, effectivement, l'assurance vie, il faut le commencer le plus tôt possible. C'est ça. Il faut commencer l'assurance vie le plus tôt possible sur des montants pas très élevés. Et au fur et à mesure, si notre carrière ou notre vie se passe bien, on peut augmenter les montants, mais il faut commencer le plus tôt possible. Ouais, parce que là, vous savez, on a des épargnants individuels. J'en ai un en tête que naturellement je ne citerai pas. Bien sûr. Qui a commencé à cotiser dès
qu'il est rentré en fait dans son premier boulot. Mais je vous parle des années 80. D'accord. Un monsieur qui a eu une très belle carrière. Je n'ose même pas dire le montant avec lequel il est parti à la retraite. Non, ce serait mieux qu'on sache. Parce que ça va permettre en fait 1 aux jeunes qui milliard de nous francs suivent. CFA. What? On recommence. Attends, Il a commencé à cotiser très tôt. D'accord. Sur son premier salaire. Il a épargné. Son Mais salaire il était a à quoi augmenté. comme niveau d'épargne? Imaginez non, mais c'est pas un niveau d'épargne constant. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt et le faire à mesure que nos revenus s'améliorent. C'est ça. Il a eu un premier boulot de jeune ingénieur, puis il est monté en grade, il a augmenté son épargne, il est encore monté en grade, il a augmenté son épargne, etc. Juste aussi pour chacun d'entre nous, il ne faut pas considérer qu'à chaque fois qu'on gagne un peu plus d'argent, on doit vivre de manière un peu plus chic. Ah oui, non, ça c'est sûr. Il y a un moment où, en gagnant un peu plus d'argent, en réalité, c'est notre capacité d'épargne qui augmente. C'est ça. Donc, et normalement, à chaque fois qu'on gagne un peu plus, on doit augmenter sa capacité d'épargne plus vite qu'on augmente ses dépenses courantes. Moi, je suis le bon exemple. Il y a un moment, il faut le faire. Et ce monsieur, encore une fois, après, il a eu de très hautes fonctions, ça lui a permis du coup d'épargner beaucoup plus. Bien sûr. Mais ça a été croissant. C'est ça. Et sur plus de 30 ans d'activité, un montant absolument colossal. 1 milliard, ouais. Et j'ai un deuxième cas comme ça, d'une autre vie que je connais. Donc il faut commencer tôt. Il faut commencer très tôt. Avec la capacité que l'on a à l'instant T. Parce que c'est aussi une habitude et une éducation. C'est une habitude et une éducation, et il faut s'éduquer à épargner pour ses vieux jours. C'est ça. C'est aussi simple que ça. En fait, si tu veux, ça me fait penser que sur un de nos apéros cash l'année dernière, on avait parlé justement des intérêts composés. Ça avait créé toutes sortes de buzz parce que les gens n'y comprenaient rien en se disant oui, mais bon, quand on parle de 100 000 francs par mois ou de 37 000 par mois ou peu importe le montant par mois, les gens calculaient toujours de façon linéaire en se disant je prends 10 000 francs, je multiplie par 12, je multiplie par 20 ans, ça me donne tel capital. Alors qu'en réalité, justement, et comme tu l'as dit tantôt, l'assurance vie obéit aussi au même principe avec les intérêts composés. Exactement. Ça permet justement d'avoir un effet boom, un effet de levier, effectivement. Un vrai effet de levier, en fait, et qui permet de sortir après avec des sommes qui donnent un peu le tournis et qui permettent de se dire quand même que bon, ah oui, non, mais là, c'est pas ça. On fait de beaux projets en partant. Ça, c'est plus que des beaux projets, parce que là, du coup, en fait, ça, c'est the projet, quoi, franchement. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, en fait, et qu'est-ce que les gens doivent savoir? Alors, dans les conseils qu'on donne, pratiques. Le premier conseil, et je pense que nous en avons parlé ensemble dans un autre cadre, c'est que l'épargne, ça a plusieurs volets. C'est ça. Il y a l'épargne de précaution, et ça porte bien le nom qui va, c'est de l'épargne de précaution, c'est pour gérer les coups durs. Il y a de l'épargne pour les projets. Je veux pouvoir faire quelque chose dans 2 ans, dans 5 ans. C'est aussi d'autres supports d'épargne. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est de l'épargne qui doit vous permettre, surtout si vous avez des revenus réguliers, de profiter de l'effet de levier du crédit. C'est ça. Donc, cette épargne projet, en fait, il faut pas l'utiliser à 100%. Faut pas se dire, j'ai un projet de 100 et je vais épargner les 100 pour faire mon projet. Tout le monde sait sait comment j'aime bien parler des crédits. Ouais. Comme je donnais un conseil il y a pas longtemps à quelqu'un, il faut savoir travailler avec l'argent des autres. Merci. Tu peux dire ça encore parce qu'il y en a qui sont contre les crédits. Oui, faut le dire encore. Il faut savoir travailler avec l'argent des autres, c'est fait pour ça. Parce que le crédit, c'est un effet de levier et qui permet de fructifier votre patrimoine à un autre niveau. Absolument. Donc, et après, vous avez l'épargne financière, qui est une épargne de long terme. Bien sûr. Et c'est là-dedans que l'assurance vie rentre. Ne prenons pas un contrat d'assurance vie pour préparer un projet dans 2 ans ou dans 5 ans. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, on a tendance à dire que nous ne lisons pas les contrats. Si vous devez lire une chose sur un contrat d'assurance, regardez les valeurs de rachat de votre contrat d'assurance. Les 8 premières années, c'est une obligation réglementaire. Nous communiquons là-dessus. Autre chose que vous devez savoir, je l'ai dit tout à l'heure, un assureur vie a obligation de communiquer le relevé de situation de l'épargne de son assuré au moins 1 fois par an. Et généralement, il a dit 2e trimestre de l'année, au plus tard. À partir du mois de juillet, harcelez vos assureurs pour qu'ils mettent à votre disposition, les relevés de situation pour que vous sachiez quel est le rendement de votre épargne finalement.
Et le dernier élément, on vient d'en parler avec cette question très juste qui a été posée. Il faut vous-même que vous ayez une idée claire de votre besoin. C'est ça. Est-ce que vous voulez laisser un capital dans le cas où il vous arrive quelque chose? Est-ce que vous voulez constituer une épargne qui va vous permettre d'avoir un capital pour vous, potentiellement, pour le moment où vous irez à la retraite? Est-ce que vous voulez financer les études de vos enfants à partir d'une certaine date? Posez-vous bien la question, comprenez bien votre besoin. Et c'est potentiellement le moment le plus important avec un commercial d'assurance. Quand il vient, expliquez-lui précisément votre besoin. Il doit aussi vous aider à mieux le préciser et la meilleure solution d'assurance sera trouvée pour vous. Et moi, j'aime bien aussi dire aux gens, si vous avez, quand vous avez un commercial donc en face de vous, n'hésitez pas à lui demander comment on va dire ça, de vous envoyer un mail avec tous les échanges que vous avez eus, qui puisse vous dire en fait, comme il a expliqué, s'il faut même qu'il vous recopie les valeurs de rachat, c'est important, qu'il vous dise en fait quelles sont les garanties, quels sont les engagements qu'ils peuvent prendre et pas prendre, exigeant en fait d'avoir un peu le compte rendu de vos échanges par mail. Ça vous permettra de vous renseigner, ça vous permet aussi de demander conseil si vous estimez que vous n'avez toujours pas compris, et n'hésitez pas à poser des questions et à lire. Parce qu'en général, je trouve qu'on ne lit pas assez, absolument, alors que tout est dans les contrats. Comme j'aime bien dire, moi-même, un contrat d'assurance, tu sais, voiture, je lis jusqu'à la dernière virgule. Je suis très chiante sur ça, mais parce que j'estime que mes 10 francs sont mes 10 francs, et pourtant je suis pas avare, j'aime bien le rappeler, mais que c'est important quand on travaille durement et qu'on arrive à épargner de l'argent, il faut savoir dans quoi est-ce que son argent va, et il faut comprendre un petit peu justement les tenants, les aboutissants de tous les contrats qu'on signe. Absolument. Voilà. Écoute, Gildas, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je pense que j'espère en tout cas que les internautes et tous ceux qui nous écoutent auront compris un petit peu les différents types de contrats d'assurance, enfin, d'épargne vie qui existent. Il en a parlé, donc on a parlé d'épargne vie en cas de décès, c'est ça? Ou en cas de vie. Voilà. Assurance en cas de vie, assurance en cas de vie et en cas de décès. Il explique également le mix entre les deux, avec donc les assurances vie projet, je préfère les appeler comme ça, tout ce qui est éducation et autres. Il vous a donné également différents conseils sur les éléments importants à avoir. Et je crois qu'en réalité, ça va rejoindre un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début de l'aventure entre griffes de l'éducation financière qu'on fait. Il faut définir votre objectif d'épargne et votre projet financier. Absolument. Il est important, votre projet financier, c'est un projet de vie qui vous permet justement de vous dire qu'est-ce que je fais avec ce que je gagne et comment est-ce que je diversifie mon épargne pour mieux investir, pour que ça me rapporte demain, pour m'assurer une fin de vie tranquille, une fin de vie paisible, que mes enfants soient à l'abri et ainsi de suite. Est-ce que tu as un dernier mot? Déjà, je te remercie. Je te remercie pour cette invitation et pour cet échange très intéressant. Et un dernier mot à dire peut-être pour les internautes, et ça va aller dans la continuité de ce que tu viens de dire. Et c'est un partage très personnel que je me permets de faire. Il faut considérer que ce que l'on est à 40 ans, en règle générale, on a commencé à le préparer quand on avait 20 ans. Ce que l'on sera quand on aura 60 ans, on commence à le préparer quand on a 40 ans. Et il faut vraiment avoir cette capacité de projection. Et à partir de la projection que l'on se fait, déterminer, comme tu l'as très justement dit, les objectifs financiers, les projets financiers que l'on met en place, que l'on met en œuvre, et utiliser la panoplie fantastique de supports et de services financiers que l'on a, partant du compte d'épargne et du DAT, et en allant jusqu'à la sophistication des fonds communs de placement avec les assurances vie au milieu. Il y a un nombre incroyable de supports relativement performants que l'on peut utiliser à bon escient. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un moment très agréable et j'espère, n'hésitez pas à nous dire en tout cas en commentaire tout ce que vous avez retenu. Si vous avez d'autres questions, comme j'ai dit, je l'ai promis, on partagera les coordonnées officielles de Gildas sur nos réseaux, et n'hésitez pas aussi à le contacter sur ses réseaux. Donc, c'est Gildas Nzuba. Merci encore. C'est terminé pour cet épisode du podcast et je vous retrouve pour un prochain épisode. Merci. Merci.